Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal consacré à la page rétrospective de la semaine. Tout de suite, les sommaires. Vous l'avez suivi au cours de cette semaine à l'Assemblée nationale, le nouveau calendrier fixe l'élection et l'installation du bureau définitif au 18 mai prochain. Manque de carburant dans presque toutes les stations-service de la capitale congolaise. Le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbu pense que cela est dû à la suspension de la CEP et de la livraison du carburant la nuit et les week-ends. Au Tchad, le chef de l'État sortant, le général Mahamat Idriss Déby, se déclare vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle. 3 ans après avoir pris les pouvoirs à la tête d'une junte militaire, son premier ministre Succès Masra, battu, conteste cette victoire. La redynamisation de la coopération entre le Kenya et la RDC, l'un des sujets au centre des échanges de jeudi entre le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le premier secrétaire du cabinet équivalent du premier ministre de la République du Kenya, Musalia Mudavadi. Ce dernier, en tête d'une délégation d'une dizaine de personnes, était porteur d'un message spécial du président kenyan William Ruto. Ma mission ici était de délivrer un message spécial au président Félix Tshisekedi de la part de son homologue, le président William Ruto. Nous sommes des partenaires, nous sommes des pays au sein de la communauté d'Afrique de l'Est. Nous voulons continuer à travailler ensemble de manière cordiale et encore beaucoup plus proche. L'intervention du président sur l'incident avec Kenya Airways, ce qui a été résolu de manière amicale. Nous étions venus pour le remercier et aussi nous voulions réaffirmer que ce partenariat est beaucoup plus grand et nous voulons aller continuer à travailler avec lui dans le futur. Au sujet de la situation des guerres à l'est de la République démocratique du Congo, le Kenya rassure de son soutien. Nous voulons également rassurer au peuple congolais que le Kenya travaillera toujours avec lui pour arriver à une paix et une stabilité dans ce pays. L'émissaire du président kényan a par ailleurs salué la convivialité avec laquelle s'est déroulée leurs entrevues. Nous sommes contents que le président Tshisekedi ait communiqué avec nous avec beaucoup de respect. Fin de citation. C'est à la Cité de l'Union africaine que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu la délégation du Fonds monétaire international FMI dans le cadre de la clôture de sa 6e revue du programme économique et financier de la République démocratique du Congo. La dite délégation était conduite par Caliste Aokamposi qui a fait part à la presse les conclusions de travaux de la République démocratique du Congo. Au regard des engagements qui ont été pris et des progrès réalisés, j'ai le plaisir de vous annoncer, comme je l'ai annoncé au président, que notre mission et les autorités sont tombées d'accord. Nous avons trouvé un accord que nous allons présenter ensuite à notre direction générale pour approbation. Et ensuite, ce sera discuté par le conseil d'administration pour conclure la 6e revue. On a évoqué les réformes qu'il faut entreprendre, les réformes globalement pour la diversification de l'économie, pour les dépenses sociales, tout un ensemble de mesures qui vont aider à réaliser les priorités du président du gouvernement. Déjà, je peux commencer par 2023. La croissance a été 8,3%. Et pour cette année, nous prévoyons un peu plus de 5% parce qu'il y a une forte croissance l'année dernière. La tendance va continuer. Si les pays arrivent à conclure avec satisfaction ces programmes, ce sera une première depuis l'indépendance de la RDC qu'un gouvernement arrive à conclure un programme triennal avec le FMI, a déclaré le ministre du Budget, Aimé Boger.
Plusieurs voix s'élèvent après les bombardements qui a coûté la vie à plusieurs civils, ainsi que les récentes avancées sur les terrains des terroristes du M23 et ses alliés à Goma. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Parmi les réactions, nous pouvons lire les tweets de la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui a manifesté sa colère et indignation face à cette attaque lâche et barbare. Selon elle, ces actes terroristes contre nos concitoyens innocents sont inhumains et injustifiables. En tant que nation, nous ne céderons pas à la terreur. Notre détermination demeure intacte et inébranlable pour un Congo uni, pacifique et prospère. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple congolais. Il a cependant déploré l'escalade continue de la violence sous toutes ses formes dans l'est de la RDC. C'est au cadre de l'Union africaine a en outre réaffirmé son soutien au processus de Luanda et de Nairobi dans la quête des voies et moyens pour aboutir à une paix durable dans l'est de la RDC, ainsi que dans toute la région des Grands Lacs. Et de l'autre côté, la délégation de l'Union européenne avec les ambassades des États membres de l'Union européenne apporte leur appui aux autorités congolaises pour traduire en justice les auteurs de cette agression. Rappelons que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait décidé le vendredi dernier d'interrompre sa tournée européenne pour rentrer urgemment au pays après cette attaque. Félix Tshisekedi a le pain sur la planche pour mettre en urgence fin à cette guerre. Au cas contraire, ce voyage diplomatique n'aurait servi à rien. Nous sommes venus en délégation dépêchés par le gouvernement de la République. À la demande du président, nous venons d'arriver avec cette réunion qui vient de se terminer. Le gouverneur nous a communiqué le bilan à ce jour. Ce bilan qui a évolué était de 14 morts. Il est aujourd'hui fixé à 35 morts et 37 blessés. Nous avons décidé d'organiser les obsèques le samedi prochain. Toutes les dispositions sont prises pour que ces obsèques soient dignes des fils du pays qui ont perdu leur sang pour l'intégrité de notre territoire, pour sauver la patrie. Nous sommes donc en deuil. Nous continuons la méditation jusqu'à l'organisation des obsèques le samedi prochain. Et il est inadmissible qu'on s'intéresse au Congo qu'avec les matières premières, là où ça intéresse la communauté internationale, on monte au créneau. Mais lorsque des vies humaines, des enfants, des femmes sont fauchés, sont violés à longueur de journée, ça n'interpelle pas la communauté internationale. Nous en avons marre. Et avec le chef de l'État, nous voulons effectivement nous battre pour que nous puissions défendre nos droits. Et cela par toute voie de droit, justement. Dans un communiqué publié le mercredi 8 mai 2024, dont une copie est parvenue à la rédaction de BC Télévision, il y est détaillé tout le déroulement. L'élection proprement dite est fixée au 18 mai 2024. Le calendrier électoral se présente comme suit. Vendredi 10 et lundi 13 mai, dépôt des candidatures. Mardi 14 mai, examen des dossiers des candidatures. Mercredi 15 mai, affichage des listes des candidats retenus. Jeudi 16 mai, de 9h à 11h, audition en séance plénière des messages des candidats et élection et installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Union sacrée, Vital Kamerhe reste le candidat commun sorti des primaires pour la présidence de cette chambre basse. Et pour le poste de premier vice-président, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a désigné le professeur Chilumbai. Les tractations continuent pour les autres postes dans le but de présenter le ticket complet de l'Union sacrée au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Notre constitution ne pose pas un problème dans son fond.
et dans sa forme. Le problème n'est pas de la Constitution. D'abord, cette Constitution a déjà subi quelques modifications, à peu près de 8 articles, notamment l'article 71 sur l'élection du chef de l'État à la majorité simple. L'article 110 avait été modifié sur le mandat des députés nationaux et du sénateur. L'article 126 avait été aussi modifié sur les lois de finances qui déterminent les ressources et les charges de l'État. L'article 149 également avait été modifié en dissociant le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif. L'article 197 avait aussi été modifié sur l'Assemblée provinciale qui est l'organe délibérant de la province. Et l'article 198 également avait été touché sur la composition du gouvernement provincial. Et dire que cette constitution empêche le chef de l'État de mettre en place un gouvernement, ce qui est totalement faux, puisqu'il en a déjà mis 2 gouvernements sur fond de cette constitution. Le premier gouvernement de son premier mandat, c'était le gouvernement Sylvestre Ilunga. Sur base de cette constitution, il avait déjà mis en place le gouvernement. Et le deuxième gouvernement, toujours au cours de son premier mandat, c'était le dernier gouvernement de Michel Sama Lukonde. Donc, la constitution ne pose pas un problème. Le problème se trouve au niveau des hommes qui doivent respecter cette constitution. Et ce n'est pas cette constitution qui empêche au chef de l'État de déclarer la guerre au Rwanda, puisqu'il en avait dit un seul Congolais. Si un seul Congolais venait à tomber, il attaque le Rwanda, il lui demande aux 2 chambres de lui donner l'autorisation. Et mais l'article 143 de la même constitution lui donne ses prérogatives de demander de déclencher la guerre après l'avis du Conseil des ministres. Vidier Chimanga a introduit une requête contre l'élection du candidat Daniel Bumba. Une audience en rapport avec ses contentieux électoraux a été organisée hier à la salle d'audience de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il est à signaler que l'UDPS, mise en accusation pour corruption et séquestration des députés provinciaux à l'hôtel Novotel, a été assisté de ses 15 avocats contre 17 alignés par Vidier Chimanga. Les vidéos projetées pendant la séance tenante ont corroboré l'accusation des corruptions. Des jeeps saisis par l'ANER et d'autres garés dans les sous-sols d'un immeuble luxueux ont été vus et reconnus par la Cour. Le secrétaire général de l'UDPS a été désigné nommément comme ayant orchestré ces actes qui, à une certaine opinion, jettent l'opprobre sur les régimes Tshisekedi. À cet effet, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe va se prononcer ce vendredi quant à l'invalidation du candidat Daniel Bumba ou à la confirmation de son élection. Plus de 1500 détenus civils et militaires ont été libérés de la prison centrale de Makala suite à l'opération déclenchée par le ministère de la Justice. Opération qui vise à désengorger les centres pénitentiaires et le rendre vivable. Après environ 45 jours de travail, Justin Kibamba Mouki, président de la Cour de cassation et président de la commission chargée des désengorgements, dépose des rapports auprès de Madame le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Ce que nous pouvons retenir, c'est que la commission a réussi à faire libérer plus de 1700 prévenus et détenus, civils et militaires confondus. On ne peut pas libérer pour libérer. Il y a les condamnés. Ils doivent payer leur peine. Nous ne pouvons pas nous faire passer pour des auteurs des évasions. Des gens qui sont condamnés, puisqu'il faut grossir le nombre, on les propose à la libération. Je pense que la loi proscrit cela. Donc nous avons fait le travail dans les normes. Et le résultat est là. Parmi les recommandations formulées par la dite commission, l'on retiendra également
la construction des nouvelles prisons aux standards modernes. Et pour lutter contre les taux croissants de la criminalité dans la ville de Kinshasa, la ministre d'État Rose Mutombo a proposé l'organisation des audiences foraines en flagrance au niveau des cours et tribunaux, car les Koulounes envahissent des espaces à la prison centrale de Makala. En cette première journée des épreuves préliminaires de l'examen d'État qui ont démarré ce lundi en République démocratique du Congo, les élèves de la 6e année des humanités à Kinshasa, pour la plupart vêtus de chemises ou de blouses blanches, toutes neuves, sont sortis des salles d'examen très joyeux. Tous les finalistes interrogés ont affirmé avoir bien rédigé leur dissertation sans s'être trompés, ne serait-ce que sur une ligne, juste parce qu'ils ont eu une bonne période de préparation. Donc, pour moi, les épreuves de la dissertation, ça s'est bien passé. Donc, avec ce qu'on m'a appris à l'école, je me suis retrouvée. J'ai commencé d'abord par trouver le préambule. Après le préambule, j'ai reformulé les sujets en d'autres termes, comme on nous a toujours appris. Après, j'ai donné, comment on appelle ça, la transition. Avant d'abord de donner la transition, on a d'abord posé des questions. Après nous avoir posé la question, on a écrit ce que j'ai dit, la transition, et puis on a passé au développement. Nous avons été ravis d'être accueillis dans ce centre. L'accueil était vraiment très chaleureux. Tout s'est passé dans de bonnes conditions. Donc par rapport au début jusqu'à ce qu'on est arrivé dans les salles, donc tout a été dans le calme et la discipline. Parce que c'était aussi ça qui était de rigueur là-bas. Donc nous avons reçu notre examen, nous avons travaillé, maintenant nous avons fini. Les impressions sont bonnes et ravi, on peut dire. Déjà, bon, c'est un plaisir d'être accueilli ici à l'Institut Monseigneur Boukilialé. Déjà, bon, pour les épreuves, ça a été au début un peu compliqué, mais en réfléchissant mieux, je me suis en sorti, vu que mon sujet était un sujet à commenter. Faire les commentaires de quelque chose, c'est plus facile parce que la réflexion vient de soi. Il faut noter que sur les 2959 centres de passation de ces épreuves hors session, 13 centres fonctionnent en dehors de nos frontières nationales, dont 2 en Angola, 1 à Kampala en Ouganda, 1 à Kigali au Rwanda, 5 à Bujumbura au Burundi et 4 à Kigoma en Tanzanie. La réaction elle est simple. Actuellement, c'est vrai que le stock appartient aux fournisseurs, c'est toujours en pays. Logiquement, on n'est pas censé connaître les crises qu'on est en train de connaître à Kinshasa et à Matadi, mais je pense que la direction de CEP, ils ont eu à prendre une décision pour annuler les livraisons au niveau des stations de nuit et le week-end. C'est comme ça que, comme ce week-end, ces stations n'ont pas été ravitaillées, ni les nuits précédentes. C'est ça qui a causé ce petit chaos-là à Kinshasa et à Matadi. Mais j'ai dû donner des instructions claires à CEP pour qu'ils puissent répondre les livraisons de nuit et des week-ends. Donc déjà cette nuit, la nuit de lundi à mardi, il y aura des livraisons et je pense que d'ici demain, la situation sera plus ou moins stable. Par rapport à ce que les pétroliers, quand ils parlent de paiement des manques à gagner, nous sommes en train d'y travailler. Il y a une réunion qui est prévue ce mercredi parce que nous devons voir avec les banquiers dans quelles mesures nous pouvons faire pour pouvoir lever les fonds nécessaires pour pouvoir régler les manques à gagner au niveau des pétroliers. Et je pense que c'est parmi nos priorités aussi pour essayer de leur donner, pour que leur trésorerie puisse un peu respirer et que le service au niveau des stations et ailleurs puisse continuer. Vous connaissez le pays comme le Nigeria, où ils sont parmi les grands producteurs de pétrole d'Afrique, mais aujourd'hui le prix du carburant a été multiplié par 3. C'est pour dire que les réalités sont, c'est peut-être qu'un peu partout, le prix peut bouger. Mais le chef de l'État a insisté, on a augmenté que de 300 francs congolais parce que le chef de l'État ne veut pas que le carburant puisse bouger, parce qu'une fois que le carburant bouge, ça va directement impacter sur les denrées alimentaires et sur le prix de transport en commun. Aujourd'hui, si on devait appliquer le prix pompe, on serait entre 6 et 7 000 francs par litre. Donc c'est l'État qui prend le reste, d'où l'ardoise, la facture, elle est quand même assez importante. Elle est plus ou moins 400 millions de dollars. On a payé 123 millions de dollars. Et là, nous sommes en train de travailler avec les banquiers. On va continuer les réunions pour pouvoir solder ce qui reste. Et ce sera fait. Ça fait à peu près 3 mois que la chaleur a envahi la capitale congolaise.
C'est pourquoi le gouvernement congolais a, par le biais du ministre de l'Environnement F. Bazaïba, rappelé à la population congolaise quelques mesures préventives pour se protéger contre les effets néfastes de la chaleur. À travers un communiqué officiel rendu public le mercredi 8 dernier, les Congolais en général et le Quinois en particulier sont appelés à boire régulièrement et suffisamment de l'eau, d'éviter la prise d'alcool et d'autres boissons gazeuses, de rester le plus possible à l'ombre ou dans un endroit frais, de se protéger du soleil en portant un chapeau, des vêtements légers et de couleur claire, mais aussi, si possible, mettre également des lunettes de soleil et tant d'autres mesures à lire dans ses communiqués. Face à cette situation, le gouvernement a exhorté la population à procéder aussi à la plantation d'arbres, une action qui aidera à atténuer également les conséquences du changement climatique. Par rapport aux élections, il n'y a aucune activité. Sinon, déjà, on avait été saisi au plus tard le vendredi, puisque le dernier communiqué avait annulé la campagne électorale qui était précédemment organisée. Tant que la Cour d'appel se prononce, les candidats qui vont échouer auront le droit d'attaquer ces résultats-là, puisque le député, avant de devenir sénateur, doit être proclamé définitivement. C'est ce que nous attendons jusque-là. 14 présumés criminels regroupés en 2 gangs ont été présentés au gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, ce lundi 6 mai 2024, dans l'enceinte du gouvernorat par la police nationale congolaise. Le premier groupe est constitué des bandits qui sèment la mort et la désolation au quartier Boudiovo et dans la partie nord de l'aéroport international de Goma, alors que le second est composé des criminels qui opèrent à Keshero et Andosho. Parmi ces malfrats figurent aussi les militaires, a précisé cet officier de la police nationale congolaise. Le premier groupe, c'est le groupe arrêté au quartier Boudiovo en date du 29 avril 2024. Et le deuxième groupe, c'est le groupe 2, est composé de 8 personnes, dont 2 militaires déserteurs de la 11e brigade DP Satan 2. Ces bandits qui sèment la terreur dans le quartier Boudiovo, le village Kieru du territoire de Nyiragongo, ont été appréhendés avec 3 armes. Les membres des familles des victimes qui étaient pendant cette cérémonie de présentation ont dénoncé les menaces qu'ils subissent de la part de ceux criminels qui sont d'ailleurs passés aux aveux. Chaque participé Komoro ya gasondo arma mpaka batatu kumoto. Donc tulikuwa natafuta makuta, tunyang'anya makuta na telefoni. Alafu alikuwa anajua mwa mshiri mwenye alikuwa anajua akupendaka mwache. Nasaka kimabi, nasaka kika. Nakutela kipa kama onandako. Nazwaki mbongo na ba telefoni. Simana yako ubutula suda amu polisi. Tumbu na mazara. Ils exhortent la justice à infliger les sanctions exemplaires à l'endroit de ces bandits, notamment la peine de mort. Les célébrations dans les rues de Djamena au Tchad. 3 ans après avoir pris la succession de son père officiellement tué au combat, Mahamat Idriss Déby, président de transition, annonce avoir remporté l'élection. Selon les résultats fournis par la commission électorale nommée par le pouvoir, il obtient 61% des voix avec une forte participation. Près de 3/4 des électeurs se sont déplacés. Au vu de cette large victoire, je suis désormais le président élu de tous les Tchadiens, aussi bien le président de ceux qui ont voté pour moi, mais aussi le président de ceux qui ont fait d'autres choix. Une élection dans une atmosphère tendue. Peu après l'annonce, des tirs retentissent dans le quartier où siège son opposant à la présidentielle, le Premier ministre Succès Masra, qui conteste le scrutin.
Plus tôt dans la journée, avant même la proclamation des résultats, il revendiquait la victoire sur les réseaux sociaux. La victoire du peuple, elle est éclatante. Et c'est à vous la victoire. Selon la commission électorale, il n'a pourtant réuni que 18,5% des voix. Les résultats doivent encore être validés par le Conseil constitutionnel, mais leur publication ce jeudi soir a surpris. Les autorités avaient encore 12 jours pour les annoncer. Place à présent au rappel des principaux titres. À l'Assemblée nationale, le nouveau calendrier fixe l'élection et l'installation du bureau définitif au 18 mai prochain. Manque de carburant dans presque toutes les stations-service de la capitale. Le ministre des Hydrocarbures Didier Boudimbo pense que cela est dû à la suspension de la CEP de la livraison du carburant la nuit et les week-ends. Et enfin au Tchad, le chef de l'État sortant, le général Mahamat Idriss Déby, se déclare vainqueur dès les premiers tours de l'élection présidentielle, 3 ans après avoir pris le pouvoir à la tête d'une junte militaire. Son premier ministre Succès Masra Batui conteste cette victoire. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Entre-temps, bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.